premier cycle, non, alors cette première conférence du deuxième cycle de notre cycle de conférences sur Demain, quels humains, qui a commencé l'an dernier avec le philosophe Benassayag et le biologiste Pierre-Henri Bouillon. Et je suis particulièrement heureuse de vous présenter Jean-Michel Beignet, qui est un homme très, très occupé, et ça a été très dur de l'arracher à son travail, à ses occupations. Il est non seulement professeur à la Sorbonne, professeur de philosophie, spécialisé en nouvelles technologies, justement, et il dirige un master à cette université, et aujourd'hui il était occupé toute la journée avec ses étudiants qui lui prennent quand même pas mal de temps. Donc un grand merci encore à vous, monsieur Beignet, d'être là. Merci. D'être là, et en plus de cette occupation principale, il est aussi dans les commissions, dans diverses commissions, par exemple à la Cité des Sciences, dans la commission de conseil scientifique, non seulement de la Cité des Sciences, le conseil scientifique de la Cité des Sciences, mais aussi du CNRS, et dans des commissions éthiques. Et last but not least, il est auteur de nombreux ouvrages. Et il faut de temps en temps, ce qu'il m'a dit, il faut quand même laisser le temps aux auteurs d'écrire leurs livres. Et quels livres? Alors, aujourd'hui, on parlera de L'homme simplifié. Dans L'homme simplifié, dont je vais donner quelques idées en tant que lectrice, ce qui m'a frappé, il commence par poser une question que je trouve assez provocante. La question est, sommes-nous, nous autres citoyens postmodernes, dans la servitude volontaire vis-à-vis des machines? Juste pour le titre de ce débat de ce soir, je vais vous dire, moi je l'avais formulé comme l'homme simplifié, de l'homme simplifié à l'homme augmenté. Alors Jean-Michel Beignet m'a dit non, 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 je veux le contraire. De l'homme augmenté à l'homme simplifié. Et je vais expliquer. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette lecture si attentive et si indulgente. Voilà. Écoutez, oui, effectivement, je vais vous parler de l'homme augmenté, de l'homme simplifié. Je vais commencer par l'homme augmenté et vous comprendrez rapidement pourquoi. L'homme augmenté, c'est une expression dont je constate qu'elle est de plus en plus admise, banalisée. Il y a encore 2 ou 3 ans, quand on parlait de l'homme augmenté, on pouvait soulever le sourcil. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on met sous l'expression, mais en tout cas, elle fait partie du lexique banal, notamment dans les milieux médicaux, notamment parmi les scientifiques qui travaillent sur le cerveau et qui se servent d'imagerie cérébrale en particulier. Donc cet homme augmenté, je précise, on dit augmenté et pas amélioré. Vous avez déjà remarqué, c'est l'homme augmenté et pas l'homme amélioré. Le terme traduit le mot américain, enhancement. On a cherché un certain temps comment on pouvait traduire en français l'expression. On a fait le choix de le traduire par un terme qui connote le quantitatif, l'augmentation. Alors cet homme augmenté, est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, évidemment, vous l'avez rencontré. Vous êtes, la plupart, des hommes ou des femmes augmentés, tout à fait comme moi, ne serait-ce que parce que vous avez un portable, parce que vous avez une prothèse détachable qu'on appelle un smartphone, et qui augmente à l'évidence vos facultés cognitives. D'abord, vous avez une mémoire étendue grâce à cet iPhone qui engrange vos informations, vos données. C'est aussi une machine, évidemment, une prothèse qui vous permet de communiquer à distance. C'est une machine qui vous permet de vous orienter comme des pigeons, grâce aux applications GPS. Bref, c'est une prothèse, et on n'hésite plus maintenant à parler de ces instruments-là comme de prothèses. Et quand on dit prothèse, on indique déjà quelque chose. C'est une
prothèse qui va devenir de plus en plus, qui va faire de plus en plus corps avec nous. L'année prochaine, normalement, sur le marché, arriveront les Google Glass. Vous avez entendu parler de ces Google Glass, vous aurez Internet sur vos lunettes. C'est déjà expérimenté. Je suppose Dominique Leglu a peut-être expérimenté la chose récemment, puisqu'il y a eu une séance d'expérimentation. Peut-être qu'elle en a dans sa poche, d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, pas encore. En tout cas, ces Google Glass sont déjà une avancée du côté de la prothèse qui touche de plus en plus mon corps. Et puis, dans quelques années, il y aura parmi nous des gens qui auront choisi d'implémenter dans leur cerveau lui-même Internet et tous les dispositifs qui appartiennent pour l'instant à nos smartphones. Donc, l'homme augmenté, c'est ça, c'est déjà basiquement vous, moi, dans la rue, derrière nos iPhones, et très bientôt, donc, des gens qui auront introduit dans leur anatomie des dispositifs techniques qui augmentent leur performance cognitive. L'homme augmenté, vous l'avez rencontré aussi sur les stades. C'est pas la peine que je rappelle beaucoup le cas d'Oscar Pistorius, parce que ça a été la première révélation en 2008, lorsque ce garçon équipé de prothèses a demandé à concourir avec les êtres valides aux Jeux Olympiques de Pékin, et qui s'est vu refuser la chose en un premier temps, parce qu'on a dit c'est quand même pas un handicapé qui va venir humilier les meilleurs de nos athlètes en les battant, en risquant de les battre à plat de couture. Bon. Mais sur les stades, si on ne parle pas d'Oscar Pistorius, moi je préfère parler de Amy Mullins. Amy Mullins, c'est une américaine qui est classée d'abord ou qui était classée il y a quelque temps encore parmi les 10 plus belles femmes du monde, qui elle aussi est dépourvue de tibia depuis la naissance, équipée donc de prothèses, et qui est mannequin de son métier, et qui fait des conférences à droite et à gauche pour dire à quel point elle est heureuse d'être ce qu'elle est et à quel point elle a de la chance par rapport à vous, mesdames. Elle a 12 paires de jambes dans ses armoires, et elle peut donc moduler, jouer avec ces prothèses comme d'un instrument de séduction ou un élément qui permet de transformer son anatomie. Bon, Amy Mullins, d'ailleurs, ajoute qu'elle fait le pari, la plupart du temps dans ses conférences, que dans pas très longtemps, eh bien, il y aura parmi vous des gens qui s'automutileront pour pouvoir bénéficier de cet avantage considérable que représente la prothèse cosmétologique. Vous l'avez dit, Britt, les êtres augmentés parmi nous sont aussi ces porteurs de pacemakers. Alors peut-être que c'est les plus caractéristiques de l'augmentation. Là, ils sont complètement banalisés. Ils appartiennent vraiment à notre environnement. Et ils sont typiquement ce que l'on peut appeler des êtres augmentés, des cyborgs, puisqu'ils sont des mixtes d'organismes, orgues, et de cybernétique, cyber. Donc ils sont équipés de dispositifs qui ont la vertu d'être autonomes et de réagir à des pressions de l'environnement de façon à permettre à l'organisme de rester adapté dans les différentes situations qui sont les siennes. Bon, là, la médecine, la chirurgie sont évidemment très consommatrices de prothèses de cet ordre, et on sait très bien, on annonce pour dans pas très longtemps l'ère qui verra l'apparition de prothèses de plus en plus minuscules, réduites même au nanomètre, 1 milliardième de mètre, et nous serons un jour peut-être équipés de nanorobots qui auront cette vertu de détecter dans notre environnement des tumeurs et d'éradiquer ces tumeurs dès l'origine, de sorte que nous aurons
cette chance de ne plus être malade. Donc l'augmentation ici ira dans le sens d'une adaptation idéale, optimale. Mais d'ores et déjà, on parle beaucoup de santé connectée, vous l'avez peut-être entendu prononcer ce terme, ou de e-santé, pour désigner l'apparition très prochaine de biocapteurs qui permettront aux uns et aux autres d'être en connexion directe avec des centres médicaux. Donc, ce sera la possibilité pour nous d'être diagnostiqués très très tôt dans les dysfonctionnements possibles de nos organismes. Alors l'homme augmenté, vous voyez, ou la femme augmentée, ils sont dans notre environnement de plus en plus présents. On les voit aussi quand on regarde la télévision sur les champs de bataille. Les soldats augmentés sont ces soldats qui sont équipés de ce qu'on appelle des exosquelettes. Vous savez, ces espèces d'armures qui permettent aux individus de gravir des pentes extrêmement abruptes ou de courir très vite. Et ces exosquelettes, on va les voir très prochainement, de plus en plus dans les hôpitaux. Ils serviront aux infirmiers à porter les malades, à les déplacer, etc., avant que ce ne soit des robots qui le fassent plus généralement. Mais sur le terrain du champ de bataille, le soldat augmenté, c'est aussi le soldat qui est doté de certaines molécules lui permettant de ne plus dormir, ou de pouvoir se concentrer, Et puis, très très prochainement aussi, on sait qu'on sera capable de manipuler les organes de la vue, de telle sorte qu'on pourra voir la nuit sans avoir besoin de recourir à des lunettes infrarouges. Là aussi, ça fait partie de la perspective la plus prochaine. Alors voilà, l'homme augmenté, ça n'est plus seulement ces êtres imaginaires issus de la science-fiction. Ce ne sont plus les Terminators ou les personnages capables de télépathie ou de lire dans la pensée des autres pour les influencer. Non, tout cela est bel et bien de l'ordre du réel. C'est tout cela qui fait le paysage de l'augmentation. Ce qui m'a fait plaisir dans la plupart de vos interventions, c'est qu'elles convergeaient toutes sur ce constat. C'est peut-être de philosophie que nous avons le plus besoin aujourd'hui, de nous ressourcer dans les traditions philosophiques et dans les réflexions. Oui, et la conscience, l'intelligence sont évidemment des notions qu'il faut revisiter, alors même que, c'est vrai, la tradition philosophique avait disqualifié tout ce qui était de l'ordre de la conscience. Dans l'histoire de la philosophie, le dernier grand philosophe de la conscience était peut-être Sartre, mais après, Lévi-Strauss, Foucault, Derrida, toute la philosophie française tirait à boulet rouge sur la conscience. La notion d'intelligence, il est évident qu'il faut essayer de la comprendre. Comment accepter qu'on parle d'objets intelligents ? On ne fait que de cela. Des objets intelligents. On va avoir des vêtements intelligents. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir des émetteurs et puis ils vont nous donner des informations sur le temps, la température, etc. Donc qu'on puisse accepter d'avoir épurer la notion d'intelligence au point de ne plus lui faire dire autre chose que dès qu'il y a réception d'un stimuli et émission d'une réponse, il y a intelligence, c'est ça qui est navrant. L'intelligence, c'est sans doute autre chose. La liberté, là c'est un vrai problème aussi, parce que la liberté, ça veut dire aussi au moins le hasard, l'imprévisibilité. Je suis libre lorsque, à la limite, je ne sais pas ce que je vais faire, ou en tout cas je suis toujours dans la position de décider ce que je vais faire, et quand je décide, d'ailleurs, je ne suis plus libre. La délibération, c'est délibération, c'est l'art d'abdiquer sa liberté dans une certaine situation. Eh bien, la liberté, c'est ce que la science cherche à supprimer depuis toujours. La science veut des déterminismes.
La science est obligée de vouloir supprimer le hasard et la liberté. Les sciences du cerveau nous ont délivré, pardonnez-moi de le dire comme cela, de la notion de libre arbitre. Hein, toutes les expériences qu'on a fait autour de Benjamin Libet, qui sont bien connues maintenant, hein, qui montrent que je décide de prendre ce verre d'eau et puis mon cerveau a déjà enregistré la chose avant même que je ne la décide. Bon, il faut sûrement peaufiner, etc., ce constat-là, mais en tout cas, ces expériences ont accrédité l'idée que le cerveau pourrait peut-être bien agir avant même que nous ne prenions conscience de ce que nous voulons faire. Donc la notion de libre arbitre n'a plus aucun sens, hein, du point de vue des neurosciences. Bon, alors comment ensuite s'étonner qu'on veuille instaurer un contrôle social si on ne croit plus dans la liberté, si la liberté a cessé d'être une valeur? Ça n'est pas étonnant. Mais là, moi, je suis quand même très très inquiet parce que la servitude volontaire qu'on évoquait, que Britt évoquait en entrée de cette réunion, cette servitude volontaire, moi je la vois dans la volonté de transparence, hein, qui est pratiquement généralisée. Hein. On veut de la transparence. On dit la démocratie, c'est la transparence. Je suis désolé, là où il y a transparence, il n'y a plus liberté. Hein. La liberté, ça suppose qu'on puisse faire le mal, qu'on puisse être méchant, qu'on puisse mentir. Ça veut dire ça aussi, la liberté. Donc, soyons cohérents, hein, et réclamons la défense de la liberté avec les inconvénients dont les technologies disent pouvoir nous débarrasser. J'ai bien aimé le rappel que le nourrisson apprend avec son corps, évidemment, bien sûr, hein, parce que le nourrisson, il est passivité, précisément. Il est surface de passivité, c'est-à-dire accueil, c'est-à-dire générosité, c'est-à-dire il est ouverture, hein, tout entier. Et dans le plaisir, on était aussi passivité. Hein, et donc ça rejoint un petit peu la réponse que je vous faisais. Plus on voudra supprimer la passivité en l'humain, hein, et plus on le privera et de cette aptitude à la découverte gratuite, hein, et au plaisir, tout simplement. Hein. Mais l'offensive contre le corps, chez les transhumanistes, il est permanent. Hein. Et il y a plusieurs manières de se débarrasser du corps. On peut s'en débarrasser en remplaçant le corps par du métal, mais on peut aussi se débarrasser du corps en le formatant, en le sculptant de manière stéréotypée. Au fond, certains bouddhistes savent que se débarrasser du corps, c'est aller jusqu'au bout du corps. Hein. Les pratiques zen sont souvent pénétrées de cette volonté de se débarrasser du corps en le poussant à ses limites. Hein. Bon, et puis j'ai bien aimé aussi que vous concluiez, monsieur, sur l'idée que tout ça est profondément pénétré de métaphysique, mais je crois vraiment que l'univers de la technologie est un univers qui est en continuité avec les métaphysiques les plus profondes dans l'esprit occidental. C'est vrai que la technologie a quelque chose à voir avec la magie. C'est vrai que le technologue est souvent un démiurge. Hein. C'est très très net aujourd'hui dans la biologie de synthèse, hein, dans cette volonté d'hybrider de l'électronique et de l'organique, hein, pour produire des créatures qui seraient dotées d'une autonomie. Là, on est dans la démiurgie la plus complète. Et tout à l'heure, quand j'évoquais l'hermétisme, hein, je disais c'est une doctrine, hein, qui a inspiré la gnose par la suite, hein, mais c'est une doctrine qui considère que Dieu a raté la création. Hein. La création est inachevée. Hein. Dieu a été pris d'assaut par des puissances contraires. Il n'a pas pu parachever sa création. Et c'est l'homme, précisément, qui doit pouvoir remplacer Dieu. Hein. Et c'est la raison pour laquelle le démiurge ou l'ingénieur ou le technologue peut facilement se prendre aujourd'hui pour Dieu. Voilà, merci.